débuter cette dernière ligne droite, je vous propose tout d'abord de découvrir une fresque, une surprise, une fresque qui a été créée par les animatrices de notre stand réseau à partir de vos contributions sous la forme de photos. Donc je voudrais qu'on affiche cette fresque. Est-ce qu'on peut l'afficher? Voilà. Alors elle va apparaître petit à petit. Vous allez vous reconnaître. Voilà. Cette fresque raconte votre engagement au sein du réseau UNIOPS sur UNIOPS, notre force collective. Et pour saluer cette fresque, moi je vous propose de vous applaudir et de nous applaudir. Alors nous allons donc maintenant passer à une étape importante, qui est la phase de restitution de la vingtaine d'ateliers qui ont été émaillés de notre congrès. Vous avez été en effet nombreux à nous livrer vos expériences, à enrichir la réflexion et les débats, et on vous en remercie. Ce temps de restitution sera découpé en 3 axes thématiques qui visent à résumer de manière lisible les 20 ateliers du congrès. Les différents axes seront ponctués par des verbatims issus des différents ateliers, et feront l'objet, certains ateliers feront l'objet d'une synthèse graphique. Donc pour se prêter à cet exercice très difficile, parce que je sais que c'est très difficile, j'appelle à la tribune Patricia Citruc, vice-présidente de l'UNIOPS, et Colline Grandpierre, dessinatrice. Très bien, alors merci à vous, merci Patricia de vous prêter à cet exercice de synthèse, parce que je sais que c'est pas facile, que vous êtes bien, comme on dit vulgairement, pris la tête, parce que voilà, 20 ateliers, c'est quand même difficile à découper en aussi peu de temps. Mais je vais donc on va découvrir déjà le premier axe qu'a choisi Patricia Citruc pour synthétiser l'ensemble des ateliers. Donc il faut que ce premier axe s'affiche parce que je ne l'ai pas. Voilà. Alors la thématique, donc le premier axe qui va rassembler, donc on est d'accord que pour chaque axe, il y a un ensemble d'ateliers. Je parle sous votre contrôle, Patricia. Premier axe, prise en compte des besoins des personnes accompagnées, pouvoir d'agir et éthique de l'accompagnement. Donc Patricia, je vais vous laisser évoquer voilà, une synthèse de ces différents ateliers. Et derrière vous, vont défiler les verbatims qui ont été évoqués lors de ces ateliers. Patricia, c'est à vous. Merci Antoine. D'abord pour dire que non, ça a été un grand plaisir. Alors, un grand plaisir. D'abord parce que j'ai pu naviguer entre hier et ce matin dans les 20 ateliers. Et je peux dire qu'ils ont été de véritables espaces de réflexion, de débat et de partage des initiatives associatives. Et après vous, Antoine, je veux vraiment remercier très chaleureusement les animateurs, les intervenants, les organisateurs de ces ateliers et bien entendu tous les participants. Alors, sur le premier axe, plusieurs ateliers ont traité de la prise en compte, mais de la prise en compte insuffisante des besoins des personnes vulnérables. Nous avons ainsi pu partager les témoignages des situations des enfants dits à double vulnérabilité, c'est-à-dire ceux qui nécessitent à la fois une mesure de protection éducative et un accompagnement lié à un handicap. Déni des dénis, c'est ainsi que la Civise qualifie ces situations dans son rapport sur les violences faites aux enfants. Un point longtemps resté aveugle dans les politiques publiques du fait d'une répartition étanche des compétences entre les départements et l'État et sur le terrain, les agences régionales de santé. Et ceci avec des conséquences sur des enfants jamais considérés à leur juste place, avec un accompagnement inadapté, une perte de chance dans leur reconstruction affective et somatique. Sans oublier les professionnels dépassés, parce que avec des formations et un outillage insuffisant. Et je crois que là, on peut dire que nous avons une illustration de ce que Cynthia Fleury analyse dans son ouvrage
la clinique de la dignité comme la souffrance éthique. Autre point traité et mettant en lumière les besoins des personnes vulnérables, le virage numérique. Alors le développement numérique, bien entendu, est porteur de progrès indéniables dans les soins et de potentialités dans la médiation des accompagnements ou encore dans la gestion des parcours. Mais nous le voyons bien, de nouvelles formes d'inégalité d'accès aux droits et de non-recours, ou ce qui a été défini, je crois, hier comme l'accès ou le juste droit, s'installe. De même, la distanciation dans les accompagnements pourrait tendre à se banaliser, d'où l'importance des actions conduites et qui nous ont été présentées pour éviter ces nouvelles trappes à exclusion, d'où la vigilance nécessaire pour éviter une remise en cause des fondements du CARE. Depuis la loi de 2002, les conceptions et les pratiques d'accompagnement ont évolué, du faire pour au faire avec, jusqu'à la reconnaissance des capacités propres à faire de la personne elle-même, sujet de droit, actrice de son accompagnement, partie prenante de la société. C'est cette conception du pouvoir d'agir qui a été illustrée dans plusieurs ateliers. D'abord, en favorisant pour les uns, par exemple, la prise de parole des femmes âgées, qui ont été nommées les vieilles femmes dans l'atelier, à l'occasion de la journée du droit des femmes le 8 mars. Et pour les autres, également, favorisant la prise de parole des personnes en situation de précarité sur les enjeux politiques et sociaux européens dans le cadre de l'EAPL. Alors, il était essentiel que durant notre congrès, de partager les travaux du comité d'éthique de l'UNIOPS, comme il était nécessaire de relier prise en compte des besoins des personnes, pouvoir d'agir et éthique, parce que cette vision intégrée s'ancre profondément dans nos valeurs, parce qu'à défaut, c'est ajouter de la souffrance à la vulnérabilité. Convaincre ou contraindre, cette thématique soulève des questionnements qui traversent tous les métiers du soin et des solidarités. C'est ce qui s'est exprimé durant l'atelier avec l'exercice collectif sur des cas concrets. Respect du libre choix de la personne, recueil du consentement, droit d'aller et venir, liberté ou sécurité, choix individuel et responsabilité collective, protéger l'autre ou se protéger de l'autre. C'est ce que nous dit avec ces mots l'écrivain Kamel Daoud. L'éthique, c'est prendre le risque du vertige de l'altérité. Merci Patricia pour cette première synthèse. Très belle synthèse. Alors, on va donner la parole à Colline, parce que Colline, ce n'est pas les mots que tu utilises, c'est le dessin. Et en fait, tu as fait le choix, Colline, de proposer un dessin d'un atelier, alors qui va s'afficher. Hein, j'espère que ce dessin va s'afficher. On le voit. Est-ce que vous voyez ce dessin ? Oui, voilà, il est là. Alors, pour ne pas me retourner, moi, je vais regarder le dessin sur mon écran de contrôle. Tu as choisi le virage numérique pour ce dessin. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce choix en quelques mots et ensuite nous commenter un petit peu tout ce que tu as voulu mettre en lumière dans ce dessin? Alors pour commencer, j'ai fait le choix de cet atelier sur les conseils avisés de Patricia. Et effectivement, malheureusement, j'ai pas pu assister à tout, et encore moins, j'ai assisté qu'à la moitié de cet atelier, parce qu'il a fallu que je me divise en plusieurs ateliers. Et j'ai commencé par poser le contexte, enfin, vous avez commencé par poser le contexte des assos qui ont besoin d'outils numériques de pilotage. Ouais. Le sujet évidemment de la feuille de route de l'État avec les fonds européens a été, enfin c'est le démarrage en fait de l'atelier, parce que la feuille de route
propose plusieurs choses pour améliorer en fait l'accompagnement des personnes en vulnérabilité. Oui. Je crois qu'on peut dire ça. Hein. Oui, c'est Ouais. ça, ouais, tout à fait. J'ignorais d'ailleurs que en fait les ESMS, si je dis bien, Oui, c'est ça. si je prononce bien la chose, sont beaucoup victimes de cybersécurité, de piratage, ouais, ouais, et tout à qu'il y a un gros sujet là-dessus. D'accord. Le programme CARE. On voit sur ce dessin, et malheureusement on ne peut pas rester trop longtemps, mais ces dessins, vous aurez l'occasion de les avoir, parce qu'on va évidemment vous les envoyer. On voit cette route, on comprend l'histoire du virage numérique, donc cette route, on suit la route, mais au bout de la route, il y a une petite maison. Alors, sans vouloir te piéger, qu'est-ce que c'est que cette petite maison ? J'ai essayé de représenter plus ou moins la structure en fait, l'établissement, voilà. D'accord. Okay. Qui attendent, qui cherchent des compétences, voilà. D'accord, très bien. Ok, super. Eh ben, Colline, on peut t'applaudir, je crois, pour ce super dessin. Merci. Et on va passer donc à notre axe 2, Patricia. Donc, alors, cet axe 2, il faudrait que ça s'affiche pour que... Voilà, l'axe 2, donc professionnels et bénévoles, faire face à la crise des métiers de l'humain. Je ne sais pas si on en a parlé dans les ateliers, mais on en a pas mal parlé en plénière déjà, hein. Ça c'est ce que je sais. Alors là encore, je confirme, le sujet a été omniprésent tant en plénière que dans les ateliers durant ces 2 journées. Alors cette crise des métiers n'est pas isolée, car c'est l'ensemble du monde du travail qui est bousculé par le numérique, par les attentes de plus d'autonomie et de plus d'horizontalité dans les relations du travail. Mais cette crise atteint un seuil critique dans notre secteur. Ça a été bien des fois redit durant ces 2 jours. Les professionnels ont été les grands oubliés des politiques publiques, avec des rémunérations inadaptées aux exigences des qualifications, des carrières insuffisamment encouragées, des conditions de travail souvent négligées. De même, le bénévolat, qui est à la fois une source de vitalité dans nos associations et une ressource à côté des professionnels, a été mis à mal depuis la crise sanitaire et n'a toujours pas retrouvé son niveau depuis 2019. Alors, faut-il le redire ? Ma réponse est oui. Professionnels ou bénévoles, sans les femmes et les hommes du lien et du soin, il ne peut y avoir d'accompagnement des personnes vulnérables. Alors, vous le savez, l'UNIOPS appelle à des mesures ambitieuses pour attirer, former et fidéliser les professionnels. Et sans attendre, comme cela a été évoqué dans plusieurs ateliers, sur le terrain, les acteurs mobilisent des leviers pour agir, redonner du sens à leur mission et soutenir le bénévolat. Alors ceci, en interrogeant les conditions du dialogue social et en expérimentant par exemple un partenariat avec l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, en explorant des organisations de travail souples, management, articulation vie professionnelle, vie personnelle, travail à distance, flexibilité, plus de communication interne grâce au numérique. En encourageant aussi l'engagement bénévole des jeunes, notamment dans des actions intergénérationnelles, en réfléchissant à l'apport des neurosciences et à la mobilisation de l'intelligence émotionnelle collective dans l'évolution des pratiques professionnelles. Enfin, en saisissant l'occasion du développement de l'économie sociale et solidaire pour renouveler les pratiques du travail social, tenter d'en faire un avenir désirable. Une approche qui rejoint d'ailleurs pour partie celle du Conseil de recherche et prospective de l'UNIOPS, qui avait mis à son programme de travail en 2019 l'entreprise sociale et le New Public Management. Étaient alors pointés les risques d'une transposition aux associations des modes de gestion de l'entreprise commerciale, mais également les opportunités d'une montée générale en professionnalisation du secteur. C'est notamment cette même nécessité de clarté de positionnement vis-à-vis du secteur commercial
et également des pouvoirs publics, dont il a été question dans l'atelier sur l'évaluation de la mesure d'impact social pour les associations. Alors, ce détour du côté de l'économie sociale et solidaire est intéressant, car il montre que 10 ans après la loi sur l'économie sociale et solidaire, 5 ans après la loi Pacte, jusqu'à la récente loi de 2023 sur le partage de la valeur, les réflexions et les débats au sein et autour de l'économie sociale et solidaire sont toujours et restent bien vivaces. Merci beaucoup Patricia pour cette deuxième synthèse. Alors Colline, un dessin, donc encore une fois, ce n'est pas un dessin de l'Axe, hein, c'est un dessin d'un des ateliers dans l'Axe sur les jeunes deviennent moteurs de la solidarité intergénérationnelle, hein, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que tu as voulu dire? Alors je regarde très rapidement. Déjà, j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'atelier au complet. C'était un très bel atelier parce qu'il y a toute une partie de présentation et ensuite j'ai pu assister aussi aux échanges, donc ça a permis de glaner quelques verbatim ici et là. Dans un premier temps, il y a eu ils ont abordé le sujet du prix Chronos. Oui. Qui est absolument génial, je trouve. Et il y a une branche au prix Chronos où ils éditent un prix pour des livres qui traitent du sujet d'Alzheimer. Oui, tout à fait. On le voit là. Oui, voilà. Ouais. Je pars un peu dans le désordre, pardon. Non, mais voilà. C'est bien d'aller dans le désordre. Et le sujet central, c'était surtout le service civique et comment on peut engager les plus jeunes à l'aide aux personnes âgées et comment en fait il peut y avoir une réciprocité dans cet apport-là. D'accord, ok. Juste un petit arrêt sur image en haut à droite là sur cette espèce d'hygiaphone, c'est ça où il y a marqué c'est perspective, hein, c'est ça? Oui, voilà. C'est une espèce de longue vue. Et après il y a une main et après une main alors, et c'est très joli, voilà. Ah bah merci. Voilà. Voilà. C'est très joli, je trouve, avec cette main qui porte des personnes qui se tiennent la main, c'est ça? Ouais. Voilà, ok. Bon, merci Colline pour ce beau dessin. Merci. Merci. Alors, Patricia, on va passer à notre troisième axe. Les associations au défi des mutations sociétales, des évolutions des politiques publiques et du développement des coopérations. Patricia, c'est à vous. Alors, quel défi? Alors tout d'abord, la société inclusive et le virage inclusif, ce qui a permis d'engager hier en atelier des réflexions qui se sont poursuivies aujourd'hui en plénière. Alors par exemple, avec des questions comme l'adaptation du cadre de vie commun à la personne vulnérable qui semble si enviable ou si consensuelle, ne pourrait-elle exclure ce ne pouvant ou ne voulant répondre à la quasi-sommation de se fondre dans un milieu voulu pour eux. Autre questionnement aussi, l'individualisation des parcours au sein de dispositifs ne pourrait-elle exclure toutes les potentialités du collectif? Ce qui se traduit dans la politique de transformation de l'offre qui tend à s'écarter du modèle de l'établissement au profit des plateformes, centres de ressources ou autres pôles de compétences. Et d'ailleurs, il nous sera à tous possible d'aller plus loin sur le sujet grâce à l'ouvrage coordonné par Robert Lafaure qui nous a été remis à chacun en arrivant ici au Congrès. Alors, le cadre de vie commun, c'est aussi le sport. Et particulièrement avec les Jeux olympiques et paralympiques cet été, que nous espérons tout d'abord festifs, également tout en or pour tous les athlètes français, mais surtout inclusifs. Alors les JOP répondront-ils à l'ambition d'être porteurs de sens et au bénéfice de tous? On ne peut le dire aujourd'hui. En tout cas, c'est bien l'objectif des associations qui se sont engagées dans des initiatives très stimulantes qui ont été portées lors des ateliers. Deuxième défi, le changement climatique et la transition énergétique. Alors, la démarche de développement durable dans ses objectifs d'éradication de la pauvreté, d'accès à la santé et à l'éducation, d'égalité des sexes ou d'accès à l'emploi n'ébranle pas
tout au contraire les objectifs portés par les acteurs de la solidarité. Mais aujourd'hui, la transition énergétique constitue bien un défi pour les associations. C'est ainsi que certains ont pu échanger sur les moyens indispensables en termes financiers, de formation et de management pour réaliser les transformations dans la gestion de l'alimentation, des déplacements, des achats, des bâtiments également. Voire même de faire pour certains de cette politique associative une marque employeur, source d'attractivité. Sous un autre angle, l'accompagnement aux pratiques et aux usages de sobriété ont été interrogés. Mais bien entendu, en rappelant que la sobriété ne peut s'affranchir du devoir premier de solidarité et de protection des plus vulnérables. Troisième défi, le développement des coopérations. Alors, il s'agit là d'une modalité de travail structurelle et d'un défi permanent pour les associations. Des coopérations encouragées et même parfois contraintes par les pouvoirs publics, mais aussi voulues et choisies par les acteurs, comme celles qui ont été présentées dans le secteur de la santé mentale, avec des coopérations entre professionnels et avec les personnalités, avec les personnes concernées. Excusez-moi. Ce qui a été et ce qui est un moyen pour ce secteur d'affronter une crise dans la crise. Un secteur qui a été abandonné des politiques sanitaires depuis de longues années. Et ceci alors que les besoins s'accroissent liés à une détection précoce de certains troubles, à l'apparition de nouvelles formes d'addiction et probablement à une fragilisation des individus face à un monde anxiogène. Je termine enfin avec le défi d'un modèle économique et de gouvernance qui préserve la liberté associative. Les échanges ont eu pour support les travaux du Conseil économique, social et environnemental sur les modèles de financement associatif, ainsi que ceux de Roland Janvier sur l'avenir du modèle associatif. Et j'encourage chacun à lire ces travaux ou les premières ébauches que l'on peut trouver sur les sites ou qu'on peut vous transmettre, parce qu'ils sont vraiment très intéressants. Alors, parmi les constats, on a pu entendre et voir une évolution des financements de la subvention vers la commande publique. Parmi les pistes évoquées, la diversification des financements pour plus d'indépendance, la pluriannualité pour moins de fragilité, mais aussi l'affirmation d'une parole autonome face au pouvoir public, des alliances nouvelles à nouer avec les personnes accompagnées, la formation des professionnels à de nouveaux savoirs et surtout la revitalisation de ce qui est au cœur de nos associations, la vie démocratique. Je vous remercie. Merci Patricia. Alors Colline, juste quelques mots sur ce dessin. Donc tu as choisi sport et inclusion. Je crois que ça t'a bien plu, sport et inclusion. Hein. Ça t'a bien inspiré. Voilà. Je suis arrivée en cours de route, donc évidemment. Ouais, enfin ça se voit pas là. Hein. Ah bon, ouais. Donc j'ai plutôt assisté aux échanges entre les animateurs et les publics. Enfin, ouais, voilà. Et les participants. Ce qui fait que... Qu'est-ce que j'ai retenu particulièrement, la place du bénévolat, qui est quand même un sujet assez central, hein, qui revient régulièrement, et comment, en fait, on valorise la place des volontaires et des bénévoles. Ouais. Il y a eu beaucoup le sujet de la fierté qui a été abordé. En fait, je suis désolée, je me souviens plus le nom de l'intervenante qui parlait de l'intégration, en fait, de gens porteuses de personnes. Des personnes en situation de handicap. Ouais. On le voit, il y a démystifié, déstigmatisé. Hein, tiens, insister sur une partie. D'accord, ouais, ça se voit là. C'est pile sur la piste de course là, donc voilà, c'est très bien. Et voilà, du coup, le sujet de la fierté, d'être bénévole, de faire partie de ce projet. Et
encore une fois, il y a toujours cette idée de la réciprocité entre les personnes en situation de handicap qui sont accueillies dans les clubs et ceux qui les accueillent, et comment on fait pour que tout ce monde fonctionne. S'enrichissent mutuellement. S'enrichissent mutuellement. D'accord, très bien. Merci Colline. Et merci à vous, mesdames, Merci beaucoup. pour cette belle séquence de restitution.